Merci à vous tous. Alors, notre problème, il est relativement simple, c'est qu'il faut s'arrêter à 13h15, que je dois conclure, qu'il y ait une phase protocolaire, et un message vidéo de Christophe Itier qui n'a pas pu nous rejoindre. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire de manière assez télégraphique, en quelques mots ou réflexions. J'obéis aux consignes. Hein. D'abord, en réflexion directe sur les comptes rendus qui viennent de nous être faits. Le premier mot sur les dispositifs financiers, moi je mettrai un petit point d'alerte en fait, parce que il manque certainement un certain nombre d'outils financiers adaptés à toutes les situations ou tous les besoins, mais c'est vrai qu'il y a par contre beaucoup d'argent en matière d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, sur les fonds qui sont créés, etc. Et la question c'est pourquoi il y a autant d'argent en fait. Moi j'exclus la piste de la philanthropie. Ça peut exister, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense qu'il ne faut pas retenir cette hypothèse comme étant la principale. Je pense tout simplement que, là je prends ma casquette de banquier 2 secondes, mais en fait il y a beaucoup trop d'argent en circulation dans le pays, on ne sait pas très bien quoi en faire, mais on ne sait pas très bien comment le rémunérer par ailleurs, donc il y a des établissements bancaires, financiers, qui trouvent ces opportunités-là aussi, ce qui explique en fait cet excès de liquidité, et donc de propositions d'investissement. Mais comme toute bonne chose, ça ne peut ne pas durer en fait. Et donc je mets un petit point d'alerte sur la possibilité d'un retournement qui pourrait éventuellement poser des problèmes à court ou à moyen terme pour des considérations qui ne sont absolument pas liées en fait à ce que nous ferions en termes de qualité, mais tout simplement parce que l'opportunité serait valable ailleurs plutôt qu'ici. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est sur la dimension humaine, juste pour rappeler que dans la loi ESS de 2014, il est quand même assez sérieusement rappelé que nos organismes, nos entreprises se définissent aussi par le fait que les différentes parties prenantes sont impliquées dans le projet de l'entreprise. C'est valable aussi bien pour les entreprises dites à statut, les vieilles dames, ou plus ou moins vieilles dames. Pardon, Mélie, je te regarde, mais c'est pas pour toi. Hein. je pensais à plein d'autres choses. Ou d'entreprises qui se créent, qui se veulent socialement innovantes, qui sont motivées par leur projet, peut-être même par une personne qui en est le fondateur ou la fondatrice, mais qui oublie peut-être la dimension humaine derrière tout ça. Donc il est bien rappelé que l'ESS se définit aussi par l'association des différentes parties prenantes, que sont notamment aussi les salariés et les bénéficiaires directs. Sur les questions d'accompagnement, je crois qu'on commence à avoir une panoplie qui est assez large. Il y a sans doute encore à progresser sur les types d'accompagnement qu'on doit proposer. Le danger, à vrai dire, il n'est pas dans la diversité, il est plutôt dans le risque de standardisation, en fait. C'est bien contre ça qu'il faudra peut-être lutter, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, c'est à propos de quoi il faudra être vigilant dans les prochaines années. C'est le risque, hein, parce que plus on grossit, plus l'offre risque de se standardiser en fait de manière assez paradoxale. Sur le fait de savoir qui est au service de qui et sur en gros comment on grandit sans perdre son âme, je crois qu'en fait la vie d'entreprise c'est comme le vélo en fait, il faut juste ne jamais s'arrêter de pédaler. Le problème c'est de garder quand même un œil sur la route, ce qui n'est pas toujours simple et il y a différentes façons de grandir, ça a été dit effectivement, on peut grandir en restant sur le même projet, mais on peut aussi grandir en allant voir un petit peu à côté pour avoir une croissance peut-être plus horizontale que verticale dans certains sens. Et ça me ramène moi aussi à une autre réflexion qui est que par définition, de manière générale, le SS, je la conçois moi comme sans frontières, mais ça doit être le cas aussi de certaines de nos entreprises qui se créent avec un projet, mais qui pour plein de raisons différentes peuvent aussi s'intéresser à d'autres choses et agréger des choses qui peuvent avoir du sens d'ailleurs, heureusement, en plus en avoir par rapport au projet initial. Autre point sur l'adaptation au territoire, moi je redirais ce que j'ai dit en introduction, il y a une nécessité absolue d'une meilleure coordination sur le territoire. Je ne pense pas que ce soit ici qu'on puisse en faire un constat d'échec pour le coup, mais il y a quand même plein d'autres territoires en France où cette coordination est tout sauf évidente, parce que les acteurs sont moins en confiance, parce que les politiques publiques, notamment régionales, sont peut-être moins dynamiques, avec moins de moyens mis à disposition, et pourtant ce sera sans doute l'une des clés du succès. Deux dernières réflexions et après j'arrête. Je pense qu'on a encore deux défis, mais qui n'ont pas beaucoup été évoqués d'après ce que j'ai compris ou retenu. D'abord, on a un chantier immense de lever, de s'imposer, face aux réflexes technocratiques qui existent dans notre pays. Alors, en principe, je ne suis pas
nature à critiquer la bureaucratie du pays, mais néanmoins, on a quand même des vraies oppositions formelles sur le plan technocratique, sur le fait que nos interlocuteurs ne sont pas ni formés ni attentifs, sur le fait que les procédures ne sont pas adaptées, mais pas adaptées pour l'ESS, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément adaptées du tout à ce dont nous avons, ce que nous avons besoin de faire. Et il y a un vrai enjeu encore aujourd'hui, c'est on engrange les petits succès, on va dire, mais il y a encore des gros succès à gagner de ce côté-là. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, qui n'a pas, je crois, pour le coup été traité ici, c'est l'enjeu qu'il y a pour nous tous à faire reconnaître dans le droit européen le fait non lucratif. Aujourd'hui, la définition du secteur non lucratif ou de l'activité non lucrative est très insuffisante dans les traités européens. En fait, elle se résume quasiment au fait de donner un service gratuit, ce qui vous en conviendrait n'est pas tout à fait notre objet. Ça peut arriver pour certains d'entre nous, mais c'est quand même pas la majorité de l'espèce. Donc on a quand même ce vrai sujet-là, parce qu'en fait, il est générateur de plein de choses derrière. Tant que le droit européen ne nous reconnaîtra pas une capacité à entreprendre avec un but non lucratif, ce qui implique des modes d'organisation différents, des modes de production de services différents, on aura des freins, parce qu'évidemment, avec la prééminence du droit communautaire sur le droit national, on sera toujours handicapé à un moment ou à un autre. J'ai promis d'être court, donc je vais m'arrêter là. Je ne pensais pas, enfin d'abord, je pensais vous remercier, mais je ne pensais pas, par contre, repartir avec la question qu'évoquait Christelle tout à l'heure de qu'est-ce que l'âme. Je crois que ça va m'occuper au moins le week-end maintenant. Merci à vous de me donner cette question pour repartir, et puis à très bientôt, j'espère.